Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre encore quelques petites minutes que le reste des inscrits arrive sur la salle. On peut commencer par se présenter peut-être. Voilà, on va faire ça. Ça va faire venir les retardataires. Du coup, enchantée, Charlène Manca. Je suis ingénieure commerciale chez Another Brain depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérôme. Donc moi, c'est Jérôme Bouzot et je suis chef produit sur Phosphore Quality, un produit de contrôle qualité qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ça fait à peu près 2 ans que je suis chef produit chez Another Brain. Et du coup, le sujet du jour, c'est le contrôle qualité nouvelle génération. Ou dit autrement, comment est-ce qu'on peut automatiser son contrôle qualité et la détection de défauts grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir à peu près 1 heure d'échange aujourd'hui. On va commencer par la présentation. On prendra toutes les questions à la fin. En tout cas, s'il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique questions. Comme ça, on pourra les retrouver à la fin de la presse pour y répondre. Au niveau des participants, on est bon? On peut démarrer? Alors, attends, je vais regarder. On est à 16 ans. Allez, on va commencer. On va démarrer. Ils vont arriver. Voilà. Vas-y, Charlène. Du coup, avant de commencer la présentation, on va vous parler un petit peu d'Another Brain, qui est l'entreprise dans laquelle on travaille tous les deux. Donc, Another Brain, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 par Bruno Maisonnier. Donc, Bruno Maisonnier, c'est la personne que vous voyez à l'écran avec le polo bleu. Et peut-être que son visage vous est familier, puisqu'il y a quelques années, il a aussi créé Aldébaran Robotique, avec lequel il est devenu leader de la robotique humanoïde, avec les petits robots Nao et Pepper que vous voyez en bas à droite. Et donc, il avait adopté des approches très différentes de la concurrence, et c'est comme ça qu'il est devenu leader. Et c'est la même chose qu'il veut faire avec Another Brain, en apportant des approches nouvelles et différentes pour créer une nouvelle génération d'IA. Donc, au début d'Aldébaran Robotique, l'ambition, c'est de faire des robots humanoïdes, et c'était vraiment un succès. Et par la suite, il s'est rendu compte que les interactions, elles restaient quand même un peu limitées, puisqu'il n'y a pas de vraie intelligence artificielle, donc les interactions n'étaient pas forcément très fluides. Donc, c'est pour ça que Bruno, au début, a créé Another Brain, c'est pour créer une véritable intelligence artificielle. Et donc, la vision de Bruno, c'est une vision qui est vraiment partagée. On a eu pas mal de soutien de nos partenaires, que ce soit des partenaires privés, industriels, publics, à hauteur de 41 millions d'euros. Et puis des reconnaissances, comme la French Tech 120, qui reconnaît que Another Brain fait partie d'un pool d'entreprises très innovantes. Et donc aujourd'hui, chez Another Brain, on est une 60aine, donc essentiellement des experts en IA. Et il y a une business unit qui s'est créée en 2019, qui s'est consacrée à appliquer nos algorithmes au domaine du contrôle qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui comment automatiser sa détection de défauts grâce à l'IA, puisqu'on est spécialiste depuis 2019 sur ce sujet-là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un état des lieux du contrôle qualité actuel et qu'on peut retrouver dans les usines. Donc déjà, avant de parler de contrôle qualité pendant de longues minutes ensemble, on va le définir puisqu'il peut avoir plusieurs significations. Donc le contrôle qualité, c'est un processus ou une procédure qui va vérifier qu'un produit est conforme aux exigences et aux attendus du client. Ça va être défini dans une spécification technique, dans un cahier des charges, et c'est ce qui fait en fait l'objet d'un contrat entre le client et le fournisseur. Les contrôles qualité, il y en a vraiment de différents types. Par exemple, dans le domaine de la chimie, on va faire beaucoup de contrôle qualité de composition pour voir si les produits contiennent en bonne quantité tel ou tel ingrédient. Il y a certains domaines où on va vérifier plutôt la performance. Par exemple, on peut prendre l'exemple de turbines où on doit s'assurer de certains rendements. Il va aussi y avoir des contrôles qualité documentaires. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, c'est quelque chose qui est très présent, le contrôle qualité documentaire. Donc, il y a en fait des fiches qui doivent être contrôlées en même temps que l'expédition des produits. Et nous, le contrôle qualité auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le contrôle qualité visuel. Donc, le contrôle qualité visuel, il va englober tout ce qui est manufacture, intégrité et cosmétique. Donc, autrement dit, ce qu'on va pouvoir vérifier avec l'œil. Suivant les entreprises, on va avoir différents types de process mis en place pour le faire. Donc, des process par échantillonnage, ça veut dire contrôler seulement quelques pièces au fur et à mesure de la production pour voir si les exigences sont tenues.
On va de temps en temps avoir du contrôle à 100%, c'est-à-dire vérifier toutes les pièces avant qu'elles soient expédiées au client. Et puis, dans certaines entreprises, on va faire du contrôle à 200, voire à 300%, pour s'assurer que vraiment toutes les pièces soient conformes et qu'aucun défaut ne soit exporté. Pourquoi c'est quelque chose de si important? C'est parce que le contrôle qualité en fin de ligne de production, même s'il peut être aussi fait en amont, c'est vraiment la dernière barrière entre la livraison et le client. Donc, c'est un endroit très important où il faut mettre beaucoup d'énergie pour s'assurer que le client ait des pièces conformes chez lui. Et donc, aujourd'hui, pour faire ce contrôle qualité-là, bien qu'on parle beaucoup d'industrie 4.0, d'automatisation, de digitalisation, le moyen qui est encore le plus répandu, c'est le contrôle qualité par des opérateurs de production ou des visiteurs de production suivant les secteurs. Donc, il va être effectué à l'œil nu ou par le biais d'outils, par exemple des loupes ou des binoculaires, avec par exemple certains objets pour s'aider, comme des masques. Et donc, même si c'est un contrôle qualité qui a fait ses preuves, puisqu'il existe depuis des dizaines d'années, c'est quand même un contrôle qui pose certaines limitations, donc essentiellement dû à l'humain, puisque quand on compare toute la journée des centaines et des centaines de pièces, on peut avoir une fatigue oculaire qui se met en place, on peut aussi avoir des problèmes d'acuité visuelle, de concentration. Et puis, deux opérateurs qui vont avoir reçu la même formation ne vont pas forcément avoir la même objectivité sur un défaut. Donc, mettre de l'humain dans ce type de contrôle, c'est apporter à l'intérieur de ces types de contrôles-là de la subjectivité. Donc, au global, il y a un impact sur la fiabilité. Et puis en plus, ce sont des postes qui sont, on l'a dit, répétitifs, où on cherche souvent des petits défauts toute la journée sur des pièces qu'on doit manipuler. Donc c'est des postes qui sont compliqués à pérenniser. Il y a un turnover important des équipes. Donc les industriels doivent sans cesse former des nouvelles ressources. Ils n'arrivent pas forcément à capitaliser sur les ressources qu'ils ont déjà formées. Et donc au global, on a une perte de la productivité des entreprises à cause d'un process qui est chronophage, éprouvant, et qui finit par coûter beaucoup d'argent. Du coup, des solutions servent à pallier tous ces problèmes que vient de citer Charlène. Parmi ces solutions, on peut compter les solutions de vision classique, donc, qui en fait vont faire de l'analyse de contrôle qualité visuelle avec une caméra et avec un algorithme derrière qui va analyser les images capturées pour en ressortir des métriques et éventuellement en ressortir des défauts sur la pièce observée. C'est des systèmes qui peuvent être très performants, qui vraiment permettent de voir des choses assez fines. En revanche, en fait, il est nécessaire pour les utiliser de les configurer de manière extrêmement précise. Et cette configuration va être nécessaire à chaque fois qu'on va changer de produit. Donc, elle est vraiment spécifique à un produit qui est sur la ligne de production et qu'on veut inspecter. Pour faire cette configuration, il faut avoir des connaissances très, très poussées dans les algorithmes qui sont utilisés pour faire cette analyse. Et c'est généralement des ingénieurs vision, en computer vision même, qui vont faire cette configuration. Donc, sur ces systèmes, on a quand même des limitations qui sont assez importantes lorsqu'on veut automatiser le contrôle qualité, lorsqu'on veut déployer des systèmes de contrôle qualité sur tout un tas de lignes, ou lorsqu'on a, par exemple, une large gamme de produits qui sont produits sur ces lignes, puisque, en fait, à chaque fois, il va falloir recommencer la configuration, réaliser cette configuration avec un expert. Et puis, l'autre gros désavantage de ces algorithmes, c'est qu'ils ne vont pas être capables de s'adapter à des variations au sein de la pièce. Donc, si par exemple, on a des textures, de la matière texturée, ou si on a des motifs comme du tissu ou des motifs qui vont pouvoir bouger dans l'image, et ben là, on va plus pouvoir fonctionner avec ces types d'algorithmes. Ce qui représente quand même donc des désavantages assez importants si on n'a pas justement ces ingénieurs et le temps pour faire toute cette configuration. C'est pourquoi d'autres solutions ont vu le jour et se basent en fait sur le même principe, mais ici embarquent de l'intelligence artificielle pour justement pallier à certains de la complexité de ce qu'il peut y avoir sur la vision classique. Donc ici, on a de l'intelligence artificielle qui va faire l'analyse de l'image et donc qui va pouvoir plus s'adapter à des variations au sein de la pièce, par exemple. Et également qui vont
réduire un peu le temps de configuration, même si la plupart de ces solutions sont aujourd'hui quand même très complexes à utiliser et nécessitent une formation ou même un bagage technique assez important. Le problème de l'IA, c'est que pour pouvoir l'utiliser, en tout cas sur l'IA mainstream, il faut beaucoup de données. C'est là où on parle de big data, on parle d'images à annoter, et on va devoir justement fournir beaucoup de données. Donc ça peut être des centaines, voire des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'images. Et donc ça représente un volume de données à donner, enfin, voilà, d'informations à donner au système très conséquent et parfois vraiment lourd pour l'industriel. Sans compter que ces solutions ne seront capables de détecter uniquement des défauts qui ont déjà été identifiés et qui ont été montrés au système. Donc, on ne va pas pouvoir détecter quelque chose de nouveau. Et en plus, il va falloir montrer beaucoup de ces défauts lors de la configuration pour pouvoir les détecter. Avoir des centaines, voire des milliers de pièces en défaut pour les montrer devant la caméra, c'est quelque chose qui est, encore une fois, extrêmement lourd et parfois même complètement impossible pour l'industriel qui aurait, par exemple, quelques pièces par million avec des défauts. Là, ça représente un travail de stockage sur plusieurs mois et c'est vraiment très compliqué. Donc, on voit qu'aujourd'hui, même s'il y a pas mal de solutions pour automatiser en partie le contrôle qualité, il n'y a pas encore des solutions qui sont simples d'utilisation, simples à mettre en place, qui ne consomment pas trop d'énergie, pas trop de données et qui fonctionnent sur de grandes typologies de produits. Or, on sait qu'il y a en ce moment un énorme chantier pour réindustrialiser la France. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui est en place? C'est parce qu'on s'est rendu compte, même si ça existait depuis des années, qu'on a un besoin urgent de rapporter des ressources et des produits faits sur le site français. On s'est rendu compte pendant la crise sanitaire qu'on était très, très dépendant des importations. Et même si on l'était déjà avant, c'est quelque chose qui a été rendu visible pour le grand public, puisqu'on avait des tensions sur énormément de produits et qu'on avait du mal à s'approvisionner. Donc, il y a des plans qui sont en place. On peut penser par exemple au plan France 2030 pour réindustrialiser en France, rapporter de la donnée, de la matière première et de la création de produits sur le territoire. Et donc, il va y avoir de plus en plus de pièces à contrôler, de types assez divers et variés. Et pour réussir ce challenge, réussir la réindustrialisation avec des coûts qui ne sont pas exorbitants, on va avoir besoin d'automatiser. Et pour automatiser, on a besoin d'outils simples d'utilisation pour accompagner les industriels dans ce process-là. Et donc, pour faire ça, on sait que l'innovation, c'est la clé et que l'innovation, notamment l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'innovation, va être une composante majeure et essentielle qu'il faut qu'on apporte aux industriels. Donc, c'est quelque chose qui est bien compris comme enjeu. On voit que depuis les années 2010, l'IA, c'est une composante incontournable dans l'industrie. Elle est souvent en tête d'articles de l'usine nouvelle qui expliquent que tel ou tel grand groupe a mis en place de l'IA pour soulager une partie des flux logistiques, mettre en place de la maintenance prédictive. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à apporter de manière packagée et simple aux industriels pour que ça continue à se répandre. Énormément des projets d'innovation en ce moment sont liés à la révolution industrielle. Ça va continuer dans les prochaines années. On a énormément de clients qui ont des nouvelles pièces à industrialiser en France. Il y a beaucoup d'experts qui estiment que d'ici 2030, les IA, les humains et les robots devront coexister pour que tout se passe bien avec chacun qui apporte sa pierre à l'édifice de ce qu'il sait très bien faire. Donc l'IA, elle va permettre aux industriels de résoudre des problèmes complexes comme le contrôle qualité, mais pour faire ça, on doit faire des IA qui sont pour les industriels, destinés à eux et simples d'utilisation. C'est exactement ce qu'on cherche à faire chez Anotherbrain et qu'on a fait avec notre première IA singulière. Cette IA, elle est différente de l'IA mainstream et elle apporte des avantages qui sont uniques. Le premier, c'est que c'est une IA qui est auto-apprenante. Ça veut dire qu'elle va être capable d'apprendre en continu et au fur et à mesure de la production, va être capable d'apprendre sur les données de production. Le deuxième avantage, c'est qu'elle est explicable.
Donc ici, on va pouvoir expliquer le résultat de l'IA et donc ne plus être perdu dans un système où on aurait simplement un résultat à prendre ou à laisser. Ici, on va montrer comment l'IA est arrivée à ce résultat. Et donc, l'utilisateur va pouvoir très facilement comprendre si le système s'est trompé ou non et pouvoir revenir sur ce résultat ensuite. Un autre avantage, c'est que cette IA travaille en local. Donc ici, c'est un système Edge. Toute l'intelligence est déportée au sein de l'usine et aucune donnée ne va sortir de l'usine. Ici, il n'y a pas de système cloud, vraiment tout reste sur le contrôleur au sein de l'usine, ce qui permet donc de sécuriser les données, puisqu'il n'y aura pas de fuite, et d'assurer la confidentialité de ces données. Enfin, le dernier avantage, c'est que c'est une IA frugale, et ça, c'est peut-être le plus grand avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à partir de très peu de données. Donc ici, pas besoin de big data. On peut entraîner notre système avec une trentaine, une cinquantaine d'exemples. Donc on est très loin des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemples. Et surtout, en fait, on va pouvoir apprendre dans notre cas de contrôle qualité, sur des pièces qui sont conformes. Et donc détecter des défauts qui n'ont jamais été vus auparavant dans la production. Donc tous ces avantages permettent à notre système de répondre à des exigences industrielles 4.0, puisqu'on va pouvoir avoir un système qui est très simple d'utilisation, très rapide à mettre en place, n'importe qui peut le mettre en place et peut l'installer dans son usine où il le souhaite, avec évidemment tous les systèmes nécessaires de remontée de données, et du coup avoir vraiment une industrie de fabrication qui soit flexible. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que notre produit de contrôle qualité? C'est Phosphor Quality, que vous pouvez voir ici. C'est une solution industrielle tout en un, qui est standardisée et qui est vraiment pensée pour pouvoir adresser tous les cas d'application sans avoir besoin d'adapter la solution à une application spécifique. Donc, quelque chose qui peut vraiment fonctionner sur une très large gamme de pièces et dans une très large gamme également de conditions. On a mis beaucoup d'énergie pour justement que cette solution soit flexible et adaptable à votre produit. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc on a notre intelligence artificielle brevetée, dont je viens de parler très brièvement précédemment, qui va être installée dans un contrôleur industriel, donc lui-même installé dans l'usine. On a une interface homme-machine intuitive qui permet de contrôler le système, un système de capture avec une caméra et de la lumière qu'on appelle PhosphorCam, qui est déplacé par un robot, un cobot, un robot collaboratif. Et ça permet de s'adapter à toutes les géométries de pièces. Alors, faisons un petit focus sur la PhosphorCam. Ah, ça va. Ah oui, voilà. Donc, la PhosphorCam, c'est un système de capture que nous avons développé en interne et que on a mis beaucoup d'énergie également à faire ce système, puisque l'un des facteurs premiers d'une bonne capture et donc d'une bonne analyse finalement vision, c'est l'éclairage. L'éclairage, c'est quelque chose de fondamental. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé des systèmes de vision, mais l'éclairage fait partie des plus grands problèmes qu'on peut retrouver lorsqu'on fait de la vision par ordinateur et on n'y coupe pas, même si on a de l'intelligence artificielle dans le système. L'éclairage, pour avoir un éclairage complet qui puisse s'adapter à la pièce et qui puisse s'astreindre des perturbations de l'environnement, nous avons développé donc un système d'éclairage par LED avec un très grand nombre de LED, donc 288 LED, qui sont pilotables indépendamment. Et en pilotant ces LED indépendamment, nous pouvons créer toute une gamme de scénarios d'éclairage qui va permettre d'avoir vraiment l'éclairage le mieux adapté à la pièce qu'on est en train d'observer. Donc ça va permettre de réduire les reflets ou peut-être de faire des reflets pour mettre en exergue certains types de défauts qu'on veut voir. Ça va permettre également de révéler certains défauts. En plus de ce système d'éclairage, on a une caméra industrielle haute résolution. Et tout l'intérêt de ce système, comme en fait toute la solution Phosphor Quality, c'est qu'elle soit très simple d'utilisation et de configuration et qu'elle soit réglable en quelques clics seulement.
Donc, grâce à cette phosphore cam, on est capable de mettre en exergue tout type de défaut, et ça, quelle que soit la matière. Et ici, on peut voir un exemple justement de cette configuration de la phosphore cam, où ici, vous avez en fait une représentation de notre interface graphique. C'est la page qui permet de configurer l'éclairage. Donc, vous avez par exemple au centre le retour de la caméra. Ici, on a un objet qui est circulaire, ici en métal. Et sur la partie droite de l'interface, vous avez un disque avec des éléments bleus et puis d'autres gris. En fait, ce disque représente notre éclairage de la phosphore cam, et on peut sélectionner individuellement chacun des secteurs et régler l'intensité lumineuse de chacun de ces secteurs. En faisant ça, donc on modifie la lumière et on va pouvoir justement créer ces scénarios d'éclairage dont je parlais précédemment. Et ce qu'on peut voir ici dans cet exemple, c'est que en changeant cette configuration, sur l'image vidéo, on peut voir apparaître à un moment donné un défaut, une rayure sur l'objet. Et c'est grâce à cet éclairage configurable qu'on peut mettre en valeur ce défaut. C'est-à-dire que si on avait un éclairage standard avec simplement un mur de lumière, eh ben, on pourrait passer à côté de ce défaut. Donc là, on vient de voir un exemple sur une rayure qui est mise en avant, mais le panel des possibilités avec notre solution de contrôle qualité, il est assez large. Nous, on aime à dire que notre solution peut détecter tous les défauts qui sont aussi visibles à l'œil. Donc, pour que vous puissiez un petit peu vous projeter, on les a catégorisés en 3 parties. On va avoir tout ce qui est défaut de manufacture. Donc, manufacture, on va entendre l'assemblage du produit, le placement des composants, leur présence, leur absence. Donc là, par exemple, sur un moteur de voiture, on pourrait imaginer vérifier si un connecteur est bien enfiché sur sa socket ou si il est un peu décroché. Ensuite, on va avoir tout ce qui est défaut d'aspect, donc tout ce qui est lié à la cosmétique du produit. Est-ce qu'il y a des égratignures sur la surface, des rayures, des taches, des griffures? Par exemple, sur des pièces de carrosserie, ça peut être des défauts qu'on recherche, mais aussi sur des pièces de montre, ce sont des défauts qu'on va pouvoir rechercher. Et puis ensuite, on va pouvoir voir tout ce qui est défaut d'intégrité, donc faire du contrôle de structure, voir s'il y a certaines déformations qui sont présentes qui ne devraient pas, ou encore s'il y a de la casse. Là, on peut imaginer, par exemple, des tubes en verre où on chercherait des ébréchures sur les tubes. Au global, on n'a pas besoin d'apprendre ces défauts-là pour qu'ils soient détectés par la solution Phosphore Quality, mais ça, Jérôme va vous l'expliquer juste après. Merci Charlène. Alors, donc on a vu un peu de quoi était composé Phosphore Quality, on a vu les types de défauts qu'on pouvait détecter avec. Maintenant, je vais vous parler de comment on utilise Phosphore Quality finalement. Phosphore Quality, comme je l'ai dit précédemment, est livré avec une interface homme-machine, donc un écran, un clavier souris, et puis on contrôle le système comme ça. Cette interface a été développée pour être utilisée par n'importe qui sans avoir besoin d'une formation. Aujourd'hui, on peut, lorsqu'on a un nouveau venu dans l'entreprise, on le met devant le système et on lui dit vas-y, configure le système entièrement sans avoir ne serait-ce vu le système fonctionner auparavant. Et généralement, enfin, on a fait en sorte que maintenant, les nouveaux arrivent à configurer une pièce et à faire une inspection tout seul. C'est vraiment un gros point fort du système, c'est que voilà, il y a vraiment une intention de pouvoir mettre ce système dans les mains de n'importe qui pour qu'il puisse le configurer et l'utiliser très facilement. L'utilisation peut être découpée en 5 parties, 5 étapes pour configurer finalement et utiliser le système. Donc, dans une première étape, on va créer une pièce, on va la créer dans le système, on va lui donner un nom, on va la nommer, on va pouvoir même l'illustrer avec des photos, si on veut avoir une représentation visuelle de ce qu'est la pièce. Et puis, en seconde étape, on va pouvoir apprendre cette pièce sur des exemples réels. Et là, on va donc prendre des photos avec notre phosphore cam de pièces réelles, d'une trentaine de pièces réelles. Et ici, le gros avantage, c'est que, encore une fois, on va apprendre sur des pièces correctes. Donc, on va montrer des pièces correctes. Et lorsqu'on a pris les images sur une trentaine de pièces, on va pouvoir lancer l'apprentissage.
Ce que vous pouvez voir ici sur l'écran, vous pouvez voir un masque rouge qui change de forme ici. C'est notre outil d'annotation. Donc, lorsqu'on capture ces images des pièces, on va pouvoir définir la zone qu'on veut analyser dans l'image. Peut-être que ici, le fond de la photo ne m'intéresse pas, ou le reste de la pièce ne m'intéresse pas. Je veux uniquement analyser la partie plastique blanche qui se trouve ici, le carré blanc. Et du coup, avec un outil très simple d'utilisation, encore une fois, on va pouvoir, en quelques clics, définir cette zone. Donc, nous avons des algorithmes qui permettent de faciliter également cette annotation. Et ici, en fait, exactement en 3 clics, on a pu définir la zone à analyser. Une fois que l'apprentissage est fait et réalisé, on peut passer tout de suite à du contrôle qualité. Donc là, on est en temps réel sur la ligne de production. Le système tourne et capture des photos, fait l'analyse et ressort le résultat de l'analyse en temps réel dans l'interface, mais également via une connexion, si besoin, à un automate de ligne, par exemple. Ici, on a un exemple de résultat de l'inspection avec différentes photos, en fait, différentes visualisations de notre résultat. Ce que vous pouvez voir ici, on regarde en fait une sorte de bague en plastique blanc qui vient enserrer un axe. Et sur cette partie, sur cette bague, il manque en fait un morceau en haut qui est en fait cassé, qui a été arraché. En bleu, le contour bleu correspond au masque qu'on a défini lors de la configuration. Donc, on va vraiment analyser uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de ce masque. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment cette forme-là qu'on voit sur les autres images. Vous avez à droite, en bas à droite ici, sur le résultat, une carte de chaleur qui va du bleu au rose. Cette carte de chaleur est la carte de chaleur des défauts qui ont été détectés par notre système. Et grâce à ça, on va être capable de montrer où se trouve le défaut dans l'image et donc d'aider l'utilisateur du système à comprendre le résultat. Quand on parle d'explication du résultat, c'est ici qu'on va expliquer le résultat. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, sur la partie brisée, la zone est rose. Donc, c'est ici que se trouve le défaut. Une fois que, pendant la production, le système va être capable de continuer d'apprendre. Donc, il va continuer de prendre des images et certaines de ces images vont être utilisées pour améliorer le modèle qui fait l'analyse de contrôle qualité et donc améliorer les performances. Et c'est une phase primordiale de notre produit qui est unique et qui permet également d'apprendre la subjectivité du défaut. Alors, qu'est-ce que j'entends par subjectivité du défaut? Eh bien, par exemple, si on prend le cas d'un défaut de type rayure, une rayure sur une pièce cosmétique, c'est un défaut, donc la pièce doit partir au rebut. Une rayure sur une pièce du châssis, par exemple, qui ne sera jamais visible et qui n'est pas impactée mécaniquement par la rayure, c'est quelque chose qui n'est pas très grave. Et du coup, la pièce de châssis qui est rayée ne sera pas considérée comme un défaut. Et bien, cette subjectivité de ce qu'est un défaut, c'est quelque chose donc, qui va changer pour chaque produit. Et c'est quelque chose qu'on est capable d'apprendre puisque, en fait, cet apprentissage se fait par l'échange entre le système et l'utilisateur. Donc, lorsque le système se trompe, l'utilisateur va pouvoir corriger le résultat et dire bah non, finalement, cette image qui a été catégorisée comme rebut, comme KO, est en fait quelque chose de correct. Et en faisant ça, sur un certain nombre d'images que le système propose par lui-même, on va pouvoir justement apprendre cette subjectivité et ça va être pris en compte par le système. Et donc, la prochaine fois, le système ne fera plus la même erreur et aura appris ce qu'est le défaut dans la définition du défaut pour la pièce donnée. Le dernier point, la dernière étape de l'utilisation du système, c'est tout ce qui va être métrique de production. Donc, nous avons également des écrans de métrique de production où vous pouvez voir l'évolution de la qualité au cours du temps avec tout un système de graphes qui permet de voir l'évolution des pièces OK et des pièces KO, tout un tas de filtres qui permettent de définir la plage de temps, définir la pièce dont on veut avoir les informations. On peut également uniquement voir les OK ou les KO. Et puis, en cliquant très simplement sur
sur le graphique, on peut même faire un focus sur l'une des valeurs pour voir les pièces qui correspondent à ces données, et même aller voir les images si on veut vraiment faire un focus sur une pièce particulière. Donc, au global, on va pouvoir récapituler un petit peu les avantages de la solution Phosphor Quality, mais aussi ce qui la rend unique par rapport aux autres solutions du marché. Le premier point, c'est quelque chose que Jérôme a appuyé plusieurs fois, c'est que c'est une solution qui est flexible et adaptable. Elle va s'adapter à différents types de géométrie, à différents types de matériaux. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette solution, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous travaillez. Ensuite, c'est une solution qui est prête à l'emploi. On a besoin de seulement quelques heures pour se familiariser avec l'interface et elle va être opérationnelle dès le premier jour de production, essentiellement puisqu'il n'y a besoin que de quelques pièces pour créer des premiers modèles. Comme l'a expliqué Jérôme, une trentaine de pièces OK et quelques KO. Donc même si vous êtes dans des industries où la quantité de défauts est très faible, vous allez très rapidement pouvoir constituer des datasets. Si ces datasets évoluent un petit peu avec le temps, on peut imaginer par exemple que vous changez de fournisseur d'aluminium et que les rendus ne soient pas exactement les mêmes au niveau de la couleur de la matière. Les nouvelles productions vont avoir tendance à être détectées comme non conformes par la solution Phosphor Quality puisqu'il y a une grosse différence, mais vous allez pouvoir, grâce à l'apprentissage autonome et continu, faire comprendre au système que ce n'est pas un défaut et la solution va s'upgrader pour toujours être en adéquation avec votre cahier des charges et ce que vous considérez, vous, comme une pièce conforme. En plus de ça, elle vous explique ses décisions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte noire. Vous avez les défauts localisés sur une partie. Donc, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir de la traçabilité et puis, par exemple, en cas de litige client, pouvoir revenir sur des inspections. Mais ça vous permet aussi de savoir si la pièce peut être touchée ou est-ce qu'il faut la rebuter. Ensuite, tout ce système-là est vraiment très simple d'utilisation. Il est pensé utilisateur. Il a vraiment des écrans qui vous permettent de comprendre ce qui se passe en temps réel sur votre production. Il n'a pas besoin d'être expert ni en IA, ni en robotique, ni en code pour s'en servir. Et puis, le fait qu'il y ait des dashboards de production, ça vous permet vraiment de suivre de manière macro la production qui est en cours et potentiellement de détecter des dysfonctionnements sur votre ligne de production. Par exemple, vous avez l'habitude de produire un carter et vous avez souvent 98,9% de pièces conformes. Et puis, en ce jeudi matin, il se trouve que vous êtes à 95%. Vous pouvez tout de suite comprendre qu'il y a un problème puisque d'habitude, vous produisez beaucoup plus de pièces conformes. Donc, vous allez directement pouvoir voir quel point de contrôle pose problème et pourquoi, et corriger en amont votre process. Donc, ça va éviter qu'il y ait de la pièce non conforme qui soit produite en trop grande quantité, éviter les rebuts, éviter la main-d'œuvre supplémentaire pour faire des corrections et au global, gagner de l'argent. Et puis, tout ce monde-là, il fonctionne en local et donc toutes vos données sont sécurisées à l'intérieur de votre usine et vous pouvez les importer et les exporter comme vous le souhaitez sur vos serveurs. Je sais pas, c'est parce qu'il est tard, je pense. Il est 34, donc on est... On a une heure. On a une heure? Ouais. Ah, ok. Et du coup, on va vous parler de use case qu'on a eu, sur lesquels on a pu tester notre solution et on a pu déployer notre solution dans des usines. Donc, on a un premier use case sur des pièces de moteur où, chez un spécialiste de l'usinage et de précision qui fabriquait des moteurs automobiles, des moteurs pour les automobiles, pardon. Le besoin du client, c'était en fait de garantir, de fiabiliser son process de qualité qui était essentiellement fait par des opérateurs sur la ligne. Il y avait également quelques systèmes de vision avec IA mainstream. Et en fait, il voulait fiabiliser donc ce système et puis finalement on va diminuer son coût de contrôle qualité en simplifiant les différentes étapes de son contrôle sur la ligne pour pouvoir faire en fait un contrôle en fin de ligne. Et il avait des défauts sur des zones critiques en fait de sa pièce. Et l'autre souci, c'est qu'il avait des cadences assez rapides, ce qui fait qu'il avait besoin de plusieurs opérateurs pour pouvoir réaliser ces contrôles, ce qui représentait quand même un investissement important.
Et du coup, avec notre solution, nous avons pu réduire les besoins en contrôle, réduire le nombre de caméras installées sur la ligne pour faire ces contrôles et en fait, finalement, permettre aux opérateurs de réduire leur rotation sur le pôle de qualité. On avait des cycles d'inspection de 10 secondes par pièce, avec plusieurs points de contrôle sur chaque pièce, et on a pu avoir un taux de détection de 100% des défauts de surface. Donc, voilà, ce qui a permis de résoudre le problème de qualité de ce client-là. Et puis ensuite, un deuxième use case pour qu'on voit qu'on ne peut pas seulement faire des choses dans l'automobile. Sur, par exemple, des poêles de cuisson, on a un client qui cherchait à vérifier la présence-absence de certains motifs sur la pièce, la vérification de est-ce qu'il n'y a pas de traces, de rayures, de chocs ou de déformations au fond de la poêle, et puis de voir s'il n'y avait pas des problèmes de décoloration. Donc, c'est un contrôle qui était très pénible pour l'industriel, puisqu'en fait, il y avait une rotation des opérateurs très, très régulière à hauteur de quelques dizaines de minutes, puisqu'en fait, il y avait une baisse de l'acuité visuelle très rapide du fait qu'il y ait des motifs qui ne soient pas forcément tout le temps les mêmes au fond des poêles. Et donc, c'était compliqué de voir les défauts à l'œil nu. Et du coup, l'installation d'une solution de contrôle qualité automatique qui embarque de l'IA, ça a permis de résoudre le problème de la détection de ces défauts complexes avec un motif texturé derrière qui n'arrivait pas à être résolu par de la vision classique, une robustesse du coup du contrôle, et puis vraiment la réduction de la pénibilité pour les opérateurs qui avaient des problèmes de fatigue visuelle, de troubles de l'acuité au bout de seulement quelques dizaines de minutes. Et bien du coup, on a fini pour cette présentation. On va peut-être vous mettre dans le chat nos coordonnées si toutefois vous êtes trop timide pour poser vos questions en live. Et maintenant, on a une petite vingtaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va les lire avec Jérôme et les prendre dans l'ordre d'arrivée. Sauf si vous n'avez pas de questions, bien entendu. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat, soit directement dans le chat, soit dans la partie questions. Ah, on a une première question qui est: quel est le prix de la solution? Alors, on est sur quelques dizaines de milliers d'euros, mais pour un devis plus précis, c'est bien qu'on puisse discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra parler de votre use case et votre besoin particulier. Du coup, on nous pose la question sur le prix de la solution. Je ne sais pas si vous avez vu la réponse. Visiblement, ça ne s'est pas enregistré. Donc, on disait c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais pour des devis plus précis, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir d'échanger avec vous sur votre besoin et votre use case. Alors, il y a quelques questions qui arrivent. Alors, on peut commencer par la question 1. Donc, le contrôle dimensionnel des pièces individuelles est-il aussi possible? Vas-y, c'est là. Oui. Alors, aujourd'hui, notre système ne fait pas de contrôle dimensionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de mesure de pièces. En revanche, on est capable de voir des variations de longueur. Donc, si jamais on a un élément sur la pièce qui change de dimension, on est capable de détecter cette variation et donc d'indiquer cette variation comme un défaut. En revanche, on ne donne pas de mesure de la pièce. Et du coup, pour la deuxième question sur avez-vous une estimation de ROI de notre offre par rapport à un contrôle conventionnel actuel? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nos ROI actuels, ils vont être entre 4 mois et 12 mois, suivant les clients, suivant les litiges qu'ils ont à gérer, suivant le nombre de pièces exportées, etc. C'est très, très variable suivant les types d'industrie. Et donc, par rapport à un contrôle conventionnel qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec de la vision classique, disons que ce n'est pas le même type de contrôle. Là, on va vraiment pouvoir faire du contrôle cosmétique, du contrôle d'intégrité. Donc, c'est quelque chose qui va couvrir un plus large panel de défauts que du contrôle qualité vision standard. Il y a également la question, votre système est-il automatisable pour trier en série les pièces OK et KO? Effectivement, en fait, le système va permettre
de faire ce tri, puisque c'est le résultat qui est donné, c'est OK ou KO sur les pièces qui sont analysées. Et donc, du coup, en couplant le résultat avec un robot qui va peut-être faire du tri sur la ligne de production, il est tout à fait capable de faire ce tri en série, effectivement. C'est tout le cœur du système, c'est justement de détecter les défauts et de marquer les pièces en OK ou KO. Et là, oui, alors attends. Yes. Alors, cette solution permet-elle d'identifier des défauts de structure, c'est-à-dire pas uniquement en surface? Ce type de défaut pose potentiellement un impact sur les performances mécaniques d'une pièce. Avez-vous déjà une expérience d'étude qualité sur les propriétés mécaniques des pièces? Alors aujourd'hui, non, on ne va pas pouvoir détecter tout ce qui est invisible et donc tout ce qui est défaut structurel masqué. Si le défaut structurel implique une modification de l'aspect de l'objet, là, on va pouvoir le voir. On est capable de détecter des choses très précises et très petites. Mais en revanche, effectivement, si on ne le voit pas, là, on n'est pas sur le même type de contrôle qualité. On peut prendre celle-ci. Oui, alors, l'éclairage est important. Le réglage de la lampe se fait-il au préalable par un technicien suivant le type d'erreur à détecter ou l'éclairage s'ajuste-t-il seul? Donc aujourd'hui, effectivement, l'éclairage est configuré lors de la configuration par un technicien. Donc, il faut le faire en préambule. On est en train de travailler justement sur de l'intelligence au niveau de l'éclairage pour rendre cette étape automatique. C'est quelque chose qui est en travail, mais qui n'est pas encore dans le produit série. Alors, votre solution a-t-elle une limite concernant la taille des défauts détectés? Donc, les défauts qu'on détecte aujourd'hui vont être de l'ordre de 3 à 4 pixels sur une image de 1920 par 1200. Et en termes de métrique, enfin de longueur réelle, ça va dépendre en fait des paramètres d'acquisition, c'est-à-dire à quelle distance de l'objet on se trouve, à quel niveau de zoom on veut se mettre. En fait, on peut détecter, si on se met à une relativement proche, on peut détecter des défauts de l'ordre du demi-millimètre. On a eu des use cases où on détecte vraiment des défauts qui font la taille de cheveux très peu contrastés. Le mieux dans ce type de cas, c'est de nous envoyer des images des défauts que vous cherchez à voir ou carrément des pièces en discutant par email. Comme ça, on vous fait direct un retour sur vos pièces et sur vos use cases. Donc ça, cette question, c'était pareil. Pouvez-vous travailler en cloud? Donc aujourd'hui, le système travaille entièrement en local, c'est-à-dire que toute l'intelligence est vraiment dans le contrôleur. Alors la question peut peut-être être un peu plus large, mais si l'idée c'est de récupérer les données des résultats et également les images des inspections, ça effectivement, tout ça peut être exporté et lorsque vous connectez le système au réseau de l'usine, par exemple, vous pouvez récupérer toutes les données de production qui sont produites par le système et du coup en faire ensuite ce que bon vous semble. Alors... Pas une autre. Oui. Alors, il y avait une question qui était: peut-on contrôler un véhicule complet? Donc aujourd'hui, oui, on n'a pas de limitation du nombre, enfin de la surface qu'on veut analyser. Le système fonctionne par point de contrôle. Ce qu'on nous on appelle des points de contrôle, c'est une position de la caméra dans l'espace et une prise de vue. Ce qui signifie que lorsqu'on veut analyser une surface qui dépasse le champ de vision de la caméra, on va devoir faire plusieurs points de contrôle qui vont succéder. Et dans ce cas-là, on a le bras robot qui peut déplacer la caméra sur ces différentes positions pour faire ces différentes analyses. Donc aujourd'hui, la limitation qu'on va avoir, finalement, ça va être la taille de la pièce par rapport à la possibilité de déplacement de la caméra. Notre bras robot a une longueur de bras de 850 mm.
donc dans un sens. Donc, on peut analyser des pièces qui vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre et demi. Lorsqu'il y a besoin de d'une plus grande, d'un plus grand déplacement de la caméra, il va falloir partir sur plusieurs solutions. Alors, on peut très bien mettre plusieurs solutions qui vont analyser une pièce. C'est ce qu'on a chez certains de nos clients. Donc, on en a déjà rapidement parlé sur le niveau de précision de la détection des défauts. Donc, on peut aller jusqu'à des défauts très petits. On a dit de l'ordre de 3 à 4 pixels. Mais donc, le mieux pour ce genre de questions-là, c'est vraiment de nous envoyer directement vos use cases par email pour qu'on fasse un retour spécialisé sur votre besoin. Alors ensuite, on a une question sur l'appropriation de votre méthode par les équipes. La notion de subjectivité des défauts ne remplace-t-elle pas l'expérience, le savoir-faire des équipes? Avez-vous des retours où on ne peut pas se passer de ce savoir-faire humain? Alors, si vous cherchez des choses très, très basiques comme de la présence-absence, on peut tout à fait on va dire, ne plus avoir besoin d'un savoir-faire humain derrière. En revanche, si vous êtes sur des pièces cosmétiques qui peuvent être acceptables sous certaines dérogations, le système va pouvoir vous signaler des défauts. Après, savoir s'ils sont acceptables ou non en fonction de votre charte, en fonction de vos flux du moment, en fonction du fait que, par exemple, peut-être vos clients attendent des pièces de manière critique et qu'ils préfèrent avoir des pièces avec des petits défauts que des pièces de pas avoir de pièces sans défaut. Là, on va avoir quand même besoin d'un opérateur pour venir compléter cette partie-là. Je vais répondre à celle-ci. Donc, il y a une question qui est: votre modèle est-il capable de se mettre à jour? Le fait-il seul ou avec l'accord du technicien? Et ensuite, je ne suis pas sûr d'avoir compris si la machine est indépendante pour prendre la décision d'écarter une pièce ou si elle identifie uniquement l'erreur. Alors, pour répondre à la première partie de la question, donc est-ce que le modèle est capable de se mettre à jour seul ou avec l'intervention du technicien? Elle se fait avec l'intervention du technicien. Donc aujourd'hui, pour mettre à jour un modèle, il faut cliquer sur un bouton. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. L'important pour nous, c'est de vraiment vous permettre de garder une version du modèle qui vous convient. Et à chaque fois que vous réentraînez ce modèle, vous gardez l'ancienne version. Donc là, vous avez une liste de différents modèles et vous pouvez du coup revenir, si vous le souhaitez, à la version précédente, par exemple. Concrètement, pour vous donner un peu plus d'informations sur comment fonctionne cette amélioration des performances et cet apprentissage continu, vous avez dans l'interface un écran sur lequel le système va proposer des images à annoter, c'est-à-dire à revérifier. Donc, ces images, on va pouvoir les vérifier. Donc, le technicien, par exemple, va les vérifier, va dire si la pièce, sur l'image, est conforme ou non conforme, donc OK ou KO. Il va faire ça sur une série d'images. Et au bout d'un moment, le système va dire j'ai suffisamment eu de nouvelles informations pour proposer un nouvel entraînement. Et donc là, si on le souhaite, on peut lancer le nouvel entraînement pour avoir justement ce nouveau modèle qui aura des performances supérieures. Et du coup, sur la deuxième partie de la question, sur la machine peut-être indépendante pour prendre la décision d'écarter une pièce, oui, elle peut le faire de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que si en fait le niveau de défaut ou s'il y a des défauts et que donc qu'elle détecte que la pièce est non conforme, elle peut envoyer une information à un système tierce qui va écarter la pièce du process. Ça, c'est des choses qui sont facilement implémentables avec notre solution. Eh bien, on a l'air d'arriver à la fin des questions. On a mis nos coordonnées dans le chat si toutefois il y a des questions qui arrivent après coup. Du coup, on va vous remercier pour votre attention ce matin, aussi pour toutes les questions intéressantes que vous nous avez posées. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, soit sur LinkedIn, soit par téléphone, soit par email. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur vos use cases. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée du mardi. Merci à tous. Bonne journée. Question qui vient d'arriver.
La position... Alors, on a une question, c'est la position de la pièce doit-elle être toujours la même? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, la position de la pièce doit être la même. On a une petite tolérance de placement, mais on ne va pas pouvoir suivre une pièce qui est vraiment complètement déplacée ou tournée sur un côté ou l'autre. Effectivement, on a un bras robot, mais pour l'instant, on n'a pas de repositionnement automatique en fonction de la position de la pièce. Voilà. Et bien sûr, sur cette dernière question, on vous remercie et on vous dit, on l'espère, à très bientôt au téléphone ou par mail. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.